Bonjour à toutes et tous, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints dans la salle et en ligne. Bienvenue pour ce café débat. Ce café débat sur le thème violence envers les femmes et souveraineté alimentaire, regard croisé entre l'Amérique latine et l'Afrique. On a la chance d'accueillir aujourd'hui 3 intervenantes que je vais vous présenter. On va avoir un moment de présentation, et puis à la fin, vous pourrez intervenir, poser des questions et participer au débat. S'il y a des questions de compréhension, on peut toujours s'arrêter en cours. Donc, l'origine de ce café débat, on a voulu pouvoir donner un espace d'échange et puis de présentation suite à un projet qui avait été mené par EFI et l'IHEID et beaucoup d'autres partenaires en Amérique latine, en Colombie en 2022, aussi sur cette thématique de la violence envers les femmes. Un des ateliers a été consacré au lien entre la question des violences et la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on veut pouvoir poursuivre cette discussion, de voir quels sont les enjeux communs quand on parle de violence envers les femmes, de lutte contre les violences surtout, et quand on parle de souveraineté alimentaire, par exemple de l'agroécologie. Quels sont les liens, quels sont les enjeux communs? Donc pour cela, on va avoir Christine Fachur avec nous, qui va, membre d'abord du comité des filles, qui va nous faire un retour sur ce colloque, et puis aussi nous donner en cas théorique des notions pour mieux comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Avec nous aussi, et on a la chance d'avoir sa visite, Myriam Nobré, directrice de SOF, et qui est aussi un partenaire des filles. Et Myriam va nous parler de qu'est-ce que l'agroécologie féministe. Donc, c'est un partage d'expérience à la fois des activités d'ONG et aussi un retour du vécu de ce colloque de 2022. Ensuite, on a Alejandro Mackinnon, secrétaire général d'Impact, qui est aussi une organisation membre de la FGC et de la plateforme souveraineté alimentaire, qui nous parlera de violence et construction du territoire à travers l'agroécologie. Aussi un partage d'expérience d'un projet, un projet qui est mené en partenariat avec Vamos Mujer. Voilà, donc un beau programme. Je passe tout de suite la parole à Christine pour débuter ses interventions. Merci. Bonjour à toutes et à tous qui sont en ligne et qui sont présents. C'est vraiment un plaisir de pouvoir revenir sur ce colloque extraordinairement riche qui s'est tenu à la fin de l'année dernière à Carthagène et qui a été rendu possible grâce à beaucoup de partenaires, donc notamment la FGC qui nous a soutenus, mais aussi la DDC, IHEID, toutes les personnes et organisations qui ont participé, nos différents partenaires de EFI, SOF au Brésil, l'Association des femmes d'INSA en Colombie, l'Association des femmes de Malucuco au Nicaragua, et puis d'autres organisations aussi en Colombie, Paz Común, Corporación de Desarrollo y Paz Colombia. Et tout ça a été rendu possible notamment par Liliana et toute l'équipe, donc David est ici présent, et beaucoup d'autres, Ruth, Emmanuel et beaucoup d'autres personnes qui sont actives dans l'organisation, dans la poursuite de ce programme e-learning qui avait été lancé par EFI il y a très très longtemps de ça. Et merci aussi à toutes les, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont en ligne, quelques-uns, les enseignantes et les enseignants du programme d'enseignement en ligne genre et développement qui se développe depuis presque 20 ans maintenant et qui sont des enseignants basés en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors, ce colloque est dans la suite de toutes les activités des filles, qui sont des activités de solidarité, d'analyse, de formation, de circulation des connaissances féministes, ici et au Sud, où on a essayé de faire des ponts entre les savoirs féministes au Sud, avec, par exemple, toute cette collection des cahiers genre et développement qui a été lancée par EFI aussi, avec le soutien de la FGC,
Ensuite, un travail pour sensibiliser et consolider les compétences en genre et développement, notamment avec ces formations. Par exemple, la formation en ligne, donc genre et développement, qui est devenue un CAS, et dont la prochaine session va bientôt débuter, pour laquelle les inscriptions sont ouvertes. Il faut qu'on le mentionne, donc toute personne intéressée peut s'y inscrire et ça permet de renforcer ses compétences dans ce domaine-là. Et tout ça est un travail qu'EFI mène pour contribuer aux convergences des luttes féministes pour changer ce monde qui est empreint d'inégalité et de violence. Et évidemment, ça fait partie de toute l'activité de la FGC qui est particulièrement sensible aussi à la nécessité d'introduire cette perspective de genre dans tous les projets. Et donc, pour ça, nous avons cette collaboration conjointe FGC et FI depuis de très longues années. Alors, d'où est venue cette idée d'un colloque violence envers les femmes et souveraineté alimentaire à Carthagène? En fait, quelque part, c'est né d'un rêve que nous avions depuis très longtemps avec les enseignantes et enseignants du programme de formation e-learning en Afrique, où on se disait que ce serait quand même formidable de pouvoir rencontrer les organisations féministes dans un autre continent, en Amérique latine, où il se passe tellement de choses, et d'échanger, de croiser des analyses et des expériences sur toutes ces luttes partagées. Donc, c'est un rêve qui a été rendu possible grâce à toutes ces personnes que j'ai mentionnées auparavant. Et l'idée était vraiment d'essayer d'être ensemble pour discuter ensemble de quelles sont les causes structurelles de ces violences envers les femmes et aussi comment faire pour lutter contre ces violences persistantes envers les femmes. Donc, c'était vraiment l'idée d'organiser une rencontre sud-sud dans une ville symbolique aussi qui a vu arriver les personnes esclavisées d'Afrique en Amérique latine, avec donc des enseignantes d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique des Grands Lacs qui ont vu partir ces populations, notamment à partir de Gorée, l'île de Gorée au Sénégal, où partaient les personnes esclavisées. Donc, c'était aussi symboliquement un moment très fort. Et l'idée était vraiment de s'inspirer mutuellement, de s'enrichir, enrichir les expériences des uns et des autres, les analyses, et contribuer à cette convergence des luttes. Des luttes contre la violence envers les femmes, des luttes contre la subordination des femmes. Alors, je ne vais pas parler sur ces expériences parce que nous avons justement voulu que ce soit des personnes qui venaient du Sud qui partagent cette expérience. Je vais juste mentionner comment nous abordons dans le cadre de ce thème violence envers les femmes. Il y a beaucoup plus grande sensibilité maintenant sur ces questions notamment depuis ces dernières années avec le mouvement MeToo. Cette violence envers les femmes, elle se donne dans l'espace domestique. On aborde beaucoup ces questions-là maintenant dans l'espace public. Les mouvements féministes l'abordent depuis très, très, très longtemps. Mais cette violence envers les femmes, elle n'est pas seulement dans l'espace domestique, elle est aussi, et les organisations et les analyses féministes insistent là-dessus, elle est aussi sur le lieu de travail ou sur le chemin vers le lieu du travail. Pour les paysannes, ça signifie aussi cette violence sur le champ, par exemple, le champ, là où elles travaillent, une division sexuelle du travail inégale qui pèse sur les femmes, un fardeau du temps de travail, une lourdeur du travail forte, à travers l'accès inégal à la terre, à travers, par exemple, les décisions différentes qui peuvent être prises sur les choix des cultures. Parfois, l'homme tente, le mari ou le patron ou le chef de la famille tente d'imposer certains choix alors que des femmes voudraient cultiver autre chose, ou bien sur le type de la manière de cultiver. Dans le cas du Brésil, on voit bien certaines femmes qui sont, ou dans le cas des femmes d'INSA aussi, qui sont soumises à l'imposition ou la volonté des maris de vouloir introduire des pesticides alors qu'elles voudraient cultiver d'une autre manière. Donc cette violence, elle se donne aussi sur les champs dans l'organisation du système agraire
entre hommes et femmes, entre différents groupes qui fonctionnent dans le système de production. C'est aussi lié au rapport de production qui se tissent et qui se construisent là. Elle est aussi autour du marché. Qui s'approprie du revenu des produits cultivés par les femmes? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est le chef de famille? Est-ce que c'est le transporteur? C'est des thèmes très, très vastes. Évidemment, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais quel type de produits sont acceptés sur le marché aussi? Est-ce que ce sont les produits que les femmes ont l'habitude de produire, qui peuvent être des carottes toutes rabougries, mais qui sont sans pesticides et saines, ou des carottes uniformes et qui sont moins bonnes pour la santé et qui vont être vendues plus facilement? Donc, tout ce type de choses, c'est aussi des violences envers les femmes. C'est comme ça que nous on le voit aussi. Donc, c'est tout le système et les structures agraires qui sont aussi traversées par des violences. Et il y a aussi, évidemment, et ça, on veut insister là-dessus, il y a la violence du système lui-même. On est dans un contexte de capitalisme financier mondialisé où on observe une crise de la reproduction sociale. Donc, la reproduction sociale, ce sont toutes les activités qui permettent la reproduction élargie de la vie, avec des inégalités croissantes qui, évidemment, sont différentes selon hommes et femmes. Les femmes sont encore plus touchées par les inégalités. Les femmes racisées, les femmes marginalisées, les femmes qui sont insérées dans la petite production paysanne, avec d'un côté un système où on voit d'un côté la dépossession et la paupérisation, et de l'autre côté l'accumulation et la prospérité. Donc tout ça conduit, et ça c'est important de le voir aussi quand on parle de violence envers les femmes, à la dévastation de l'environnement et du corps des personnes subalternisées. Et donc, une des propositions qui existent pour lutter contre la subordination des femmes, pour lutter contre ce système qui conduit à la paupérisation, à ce système qui reproduit la subordination des femmes et la violence envers les femmes, est justement l'agroécologie féministe. Donc, Myriam et Alejandro vont en parler à travers leurs pratiques et leurs réflexions, qui est très ancienne déjà, qui se développe depuis des dizaines d'années. C'est une proposition qui est vraiment transformative et qui vise, pour résumer avant d'aller plus en détail, qui vise véritablement à organiser des formes plus durables de reproduction élargie de la vie, plus démocratiques, qui soient libres de violence envers les corps subalternisés et envers le territoire. Et donc ça, c'est le message central, si vous voulez, qu'on va développer maintenant et que Myriam et Alejandro vont développer à partir de leur expérience plus personnelle, etc., et sur laquelle on pourra revenir après dans le débat. Et c'est tout le thème qu'on a discuté pour ceux qui étaient au colloque de Cartagena. C'est un des ateliers qui ont été amplement discutés dans le colloque de Cartagena. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les causes structurelles des violences envers les femmes et que peut-on faire pour ça? Et une des choses qu'on peut faire et pour lequel EFI lutte depuis 30 ans, c'est justement faire converger les luttes, puisque c'est justement une des choses, une des questions importantes que l'on observe maintenant, c'est la multiplication des initiatives pour le changement et dans laquelle on voit les capacités d'action des organisations de femmes, comment elles contestent leur subordination, comment elles essayent de lutter contre la dévastation, les conséquences dévastatrices de la crise de la reproduction sociale, et notamment dans le champ de la souveraineté alimentaire, et pour faire reconnaître leur travail et leurs actions dans ce domaine-là. Et donc, sur ce, je laisse la parole à Myriam et ensuite à Alejandro. Bonjour, moi je m'appelle Myriam et je viens du Brésil, donc je commence pour demander votre patience avec mon français tordu. Et nous, à la SOF, Simply Vive Organisation Féministe, on travaille en partenariat avec EFI, Espace Femmes International, il y a déjà des années, presque une décennie.
Et on développe un projet sur une région précise, c'est le Vale do Ribeira. C'est une région des forêts atlantiques qui a une grande diversité à cause de la présence des communautés traditionnelles, soit les femmes quilombolas, qui sont des afrodescendants, et soit des femmes autochtones indigènes, mais aussi les femmes paysannes qui ont beaucoup de liens avec ces pratiques traditionnelles. Donc, la façon comment on construit l'agroécologie là-bas, cette construction collective des connaissances, le cœur de ça, ce sont les échanges, c'est l'expérimentation, l'observation et les échanges. Donc, pour nous, c'était très intéressant d'aller au colloque de Cartagena parce que on a un héritage africain au Brésil, soit des espèces, même des variétés de plantes que les femmes ont apportées, comme les semences dans leurs cheveux, mais aussi des pratiques agricoles. Et je voulais vous montrer une petite vidéo juste pour amener mes amis du Brésil avec moi, mais juste avant de rentrer sur ça, et notre action là-bas, elle est axée sur 4 piliers. Une, c'est exactement ces pratiques agroécologiques en agriculture faites par les femmes, et une commercialisation solidaire qui peuvent accueillir la façon comme les femmes produisent, l'autonomie personnelle et collective des femmes et aussi la défense de leur territoire et leur façon de vivre. Donc, dans ce sens-là, la question de la violence envers les femmes a été apparue comme une question importante posée par les femmes qui voulaient développer des façons d'éviter que la violence arrive et des façons de traiter ça sans nécessairement passer par les structures de l'État, les polices et tous les politiques qui passent comme si... Bon, l'idée, c'est un peu que ce sont des communautés très affrontées, pas beaucoup d'actions, de pressions des compagnies stratégistes et tout, et qu'il fallait bien se garder. Et donc, comment ils peuvent se garder en faisant la justice dans les communautés pour elles-mêmes? Et comment faire ça en avant une très forte parole des femmes. Donc, pour nous, qui on vivait, soit cette situation, que les communautés étaient un peu, voulaient pas traiter publiquement les situations de violence parce qu'elles avaient peur que la stigmatisation pouvait augmenter si on parlait publiquement de ça. Mais il fallait rencontrer une façon de traiter ça au niveau des communautés, en même temps qui, par exemple, les compagnies transnationales, cette offensive du capital sur leur territoire, utilisaient de la violence envers les femmes comme une façon de démanteler les liens des communautés et affaiblir les communautés et pouvoir rentrer et accaparer leur territoire. Donc, pour nous, c'était très évident qu'il fallait travailler en même temps comment renforcer les femmes au niveau y compris personnel, comment elles pouvaient partager les histoires de violence dans la certitude qu'on allait travailler ensemble pour avoir une façon de justice et de cette façon-là qu'elles puissent s'égariser collectivement, mais aussi de faire ça au même sens, renforce la communauté, qu'on renforce les femmes en tant que sujet politique et les communautés à la fois. Et c'est pour ça qu'on a utilisé quelques stratégies. Une des stratégies qu'on va vous montrer dans la vidéo, c'était proposée par les femmes mêmes, c'est de reprendre les façons collectives de travailler la terre, comme au Brésil on appelle mutirão, mais dans d'autres pays d'Amérique latine on parle de minga. Je ne sais pas s'il y a ici de façon comme les communautés se rassemblent pour travailler ensemble, justement pour les moments où on doit être plus rapide que la nature. Donc, qu'il fallait mettre plus de travail ensemble et qu'on ne veut pas ou on ne veut pas embaucher des travailleurs salariés, payer d'autres personnes. Donc, on rassemble la communauté, par exemple, pour construire une maison en utilisant la boue, parce qu'il fallait le faire rapidement avant que la boue sèche, ou pour désherber d'une façon collective, parce que sinon, moi, je le fais au niveau individuel, au moment que je finisse, l'herbe est déjà développée. Donc, pour
travailler en considérant le temps de la nature et que le travail humain doit être un peu plus rapide, on rassemble les gens et on fait ensemble. Mais l'idée de ces femmes-là, c'est de reprendre ces façons de le faire, mais de surmonter les biais de genre qu'il y avait dans les pratiques traditionnelles. Parce que c'est une pratique de réciprocité qui, par exemple, considérait que le travail d'une femme comptait comme la moitié du travail d'un homme. Donc, qu'il fallait qu'une femme travaillait 2 jours pour compenser une journée de travail d'un homme. Et même mais maintenant qu'il y a des coopératives où on travaille qui reprennent ces pratiques de mutirão, ils ne considéraient pas le travail des femmes qui préparaient le repas ou qui faisaient attention si tout le monde avait de l'eau pour boire. Et tout ce travail de soigner les travailleurs pendant qu'ils travaillaient n'était pas considéré comme travail. Donc, quand elle reprend l'idée des mutirão, elle disait non, on veut un mutirão fait par les femmes qui considèrent tout ça, mais aussi qu'on peut travailler sans le regard de jugement des hommes. On peut le faire comme on veut. Et cela peut accueillir la manière comment les femmes font l'agriculture. Donc, c'est un peu ça, c'est l'idée qu'on travaillait, c'est comment, pour confronter cette idée de violence qui fait déshumaniser les gens et traiter les femmes comme des choses, de reprendre notre sensation qu'on est des êtres humains, mais on est des êtres humains qui ont fait l'agriculture, on est des agricultrices qui font l'agriculture d'une déterminée manière. Donc, c'est tout cela pour introduire cette petite vidéo qui, comme ça, vous pouvez écouter les femmes elles-mêmes à parler des mutirão. Já faz uns 5 anos que a gente vem fazendo o mutirão da rama. A gente resgata muita coisa do passado, né? A gente resgata a história, a gente resgata a receita. Sabe assim, não era um grupo de ir lá trabalhar, um grupo de pessoas que, né? É um grupo de pessoas que se ama, uma se importa com a outra. E todo mês a gente vai na horta de uma agricultora, né? Tem umas que mexem com gado, eu planto verdura, planto para o meu consumo e planto também para manter as despesas da casa também, né? Por isso que tem os mutirões, né? Que, por exemplo, uma mulher ia levar aí 4, 5 dias, em 4, 5 dias a muda que ela ia plantar já está brotando, né? A gente faz ali com 4, 5 dias, 8 dias ela já está apontadinha assim já, né? Esse mutirão é feminista mesmo e é para melhorar a nossa vida de nós mulheres. E quando a gente vai no mutirão, para só de conversar, de encontrar com as companheiras, a gente sara. Muitas vezes a gente tem que entender que muitas vezes a gente não precisa tomar remédio. Sabe, ter com quem conversar, ter com quem ouvir a gente. E a gente também ouvir as outras pessoas. E tem muitas mulheres às vezes que ficam só dentro de casa, né? Assim a gente tira um pouquinho elas de dentro da sua residência e tem coisas lá de outra vizinha ou de outro bairro que a gente não sabe que a gente pode trazer aqui para dentro do sítio da gente, né? Ou daqui que eu tenho aqui, elas levar lá pro delas. A quiaba é bem comprida, essa raiz, ela tá grande. E esse arroz, é um arroz vermelho, está misturado com arroz branco. E aqui o arroz governinho, para fazer a troca de semente. Que antigamente a gente não tinha apoio. Hoje nós temos apoio da rama todo mês, a gente tem o grupo que se comunica. A rama é um amuleto para nós, né? Eu acho que é a força das mulheres, essa rama do nosso grupo aí.
Ça, c'est un teaser, non? C'est une petite extrait de vidéo qui est un monde d'annonce qui va venir. Et les femmes parlent un peu de cette chose du temps, de la temporalité, de la compréhension que les femmes ont par rapport au temps de la nature. Elles parlent aussi que le fait que les femmes, qu'on peut enlever les femmes, faire les femmes sortir de leur maison, sortir les femmes de leur maison et pour travailler ensemble. Et que c'est là, le fait qu'on peut échanger, qu'on peut parler entre nous, entre les femmes, c'est aussi une façon de nous guérir, parce que parfois, cette situation de violence vécue par les femmes fait qu'on ne se croit pas, qu'on ne voulait pas s'en sortir de nous-mêmes. Donc, l'idée de vidéo aussi, d'écouter comment les femmes expliquent la mutirão, c'est aussi pour nous important parce que dans ce fait de créer, de nous voir et nous créer comme un sujet politique, avoir notre propre parole, c'est très important. Y compris, on avait invité les femmes à écrire des poèmes, d'utiliser d'autres façons d'exprimer dans les cadres d'écrire sur notre propre vécu, des escrevivências, comme on parle. Mais on avait aussi dans ce dialogue avec la science et tout, on voulait aussi on a invité les femmes à prendre des notes des destins de leur production, de toutes les productions qui est fait par elles, qui est sur la destination de cette production-là, si c'est utilisé pour l'autoconsommation, pour la donation, pour l'échange, pour la vente. Donc, pendant une année, les femmes ont pris des notes de ces montants-là et comme ça, elles ont aperçu l'importance de leur production pour soutenir économiquement leurs familles élargies, parce qu'il y a beaucoup de familles qui habitent en ville, donc qui pouvaient habiter en ville, y compris travailler avec des salaires précaires, parce qu'elles avaient l'apport de l'alimentation qu'elles apportaient de la production familiale. Mais aussi au niveau communautaire, toute la donation que les femmes faisaient pour les églises, pour les actions de sécurité, d'assurance, les femmes qui étaient malades, les personnes qui étaient malades, et même pour la vente. Parce que parfois, quand on pense des projets agronomiques et tout, on pense toujours le revenu à grande échelle. Et on ne voit pas le revenu et la circulation monétaire qui se donne au niveau des communautés même. Parce que c'est invisible, parce que les femmes, par exemple, elles produisent dans son jardin potager ou des œufs, tout ça, et elles les vendent pour les voisines. L'argent rentre et elle utilise cet argent immédiatement pour faire face aux besoins de la famille. Et donc, ça n'existe pas dans les calculs économiques des projets. Quand on a invité ces femmes-là, c'était presque 300 femmes au Brésil, de mettre ça sur le papier, on a pu montrer, même pour les gouvernements maintenant qu'on est en train de discuter des politiques publiques, la contribution économique et on peut inverser la façon de penser les projets. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire aux femmes comment les faire pour augmenter la productivité de votre jardin potager, que ce soit, mais reconnaître toute la contribution économique qui est là-dedans. Et c'est là, c'est un peu la synthèse comme une agroécologie féministe, là, parce que d'abord, c'est de faire en vrai l'idée que l'agroécologie, c'est à la fois science, pratique et mouvement. Donc, quelles sont les motivations des mouvements? C'est que les gens puissent vivre bien dans leur territoire, en tenant en compte leurs habitudes alimentaires y compris. Donc, reconnaître la production que les femmes font déjà, le fait que les femmes sont gardiennes de la diversité des espèces, parce qu'au moins au Brésil, peut-être aussi en Colombie, ce sont les femmes qui gardent et qui échangent les semences. Et elles choisissent les semences par des critères qui ont à voir avec la nourriture. Donc, c'est par les goûts,
Si le maïs, ça marche mieux pour faire une certaine préparation. Donc, ce sont des critères complètement différents des industries, des entreprises qui pensent à des critères qui sont pour que les plantes puissent résister aux pesticides, dans le cas des OGM, par exemple, mais même les sélections faites par les compagnies qui produisent des semences organiques, parce que même Monsanto a son bras organique, elle pense toujours à une certaine productivité liée à mettre plus d'engrais. Et donc, c'est un circuit de production qui ce n'est pas le même calcul économique ou le même calcul de temps de travail, de circuits internes qui font les femmes. Aussi, on voit bien la façon comme les femmes gestionnent la fertilité du sol, parce qu'elles ont cette idée que la santé du sol, c'est la santé de la plante, c'est la santé de nous comme êtres humains. Et donc, elles font cela comme un travail très, comme c'est soigner vraiment la fertilité des sols. Et on voit bien, surtout dans l'agriculture urbaine, comment cette régénération du sol, c'est aussi une façon pour elles de réfléchir sur la régénération de la vie, même quand elles vivent des situations de violence, ou même qu'elles vivent dans des espaces très violents, qu'elles font face au génocide et à la perte de leurs enfants. Et 5 minutes pour entrer un peu dans comment tout cela à Lyon avec les colloques à Carthagène. D'abord parce qu'on a écouté dans cette groupe de travail que Christine mentionnait, on écoutait des expériences des femmes qui racontaient par exemple comment il y a eu une résistance permanente des femmes au Cameroun pour garder, face au colonialisme, face à la colonisation aux années 50, de garder leurs droits fonciers et leur façon de faire l'agriculture, une agriculture diversifiée face à l'imposition de la monoculture du café qui les colonisateurs essayaient d'imposer justement en brisant les relations de genre qui existaient, en imposant les hommes comme les chefs de famille, non pourvoyeurs, comment tu dis, les breadwinners. Oui, pourvoyeurs. Oui, les pourvoyeurs. Donc, l'idée que c'est l'homme qui doit pourvoyer et qui c'est donc lui qui a s'occuper de la monoculture du café. Donc, on voit, c'est que la femme là-bas, Chantal, elle racontait, c'est que toutes ces résistances-là étaient invisibles. C'est une chose qu'elle essaie de faire remonter maintenant. Il y a beaucoup de liens ou de luttes qui ont fait maintenant, justement, les femmes qui essaient de garder une façon de faire l'agriculture diversifiée face à la monoculture, dans notre cas de bananes, qui venait comme une idée des hommes qui c'était plus facile d'avoir de revenus monétaires sans considérer de revenus aussi non monétaires. Il y avait aussi une femme qui racontait comment le fait que les femmes qui étaient responsables de la production de sésame au Niger, au moment que les marchés de sésame élargis entraient dans d'autres circuits, que les hommes ont eu l'intérêt de l'accaparer, cette activité économique, mais que les femmes ont résisté en s'organisant, y compris en s'organisant à partir d'une caisse, comme des tontines, comme des caisses bancaires collectives communautaires. Donc, c'est aussi une façon que les femmes puissent penser l'argent et l'accès aux revenus de façon collective et non comme dans le cadre d'une compétition individuelle qui va avoir plus de l'argent. Et ça aussi, en lien avec la façon comment on s'organise, parce qu'on a répondu à une demande des femmes qu'elles voulaient avoir les revenus à elles-mêmes. Donc, on a organisé une façon d'avoir une commercialisation solidaire pour qu'elles puissent avoir leurs revenus qu'elles décident elles-mêmes comment investir. Et pour en finir des autres choses qui étaient intéressantes, c'était un collègue de Sénégal qui parlait de comment l'agroécologie est arrivée au Sénégal, ainsi comme une façon d'organiser des initiatives, des pratiques d'agriculteurs qui essaient de produire autrement, sans utiliser de pesticides et tout,
mais comme la façon comme c'est passé là-bas, qui écarte les volets politiques de l'agroécologie, c'est aussi en difficulté, je pouvais dire, un piège, par exemple, de rentrer dans la même logique de faire une agriculture sans pesticides, mais qu'on doit toujours acheter des semences, des engrais certifiés comme bio, comme organiques, et qui ça aussi nous met dans une logique de production qu'il fallait avoir d'argent pour acheter tout ça. Et donc, c'est une reproduction de l'agriculture industrielle dans un autre niveau. Et juste pour finir, c'était très intéressant aussi parce que bon, il y avait aussi une expérience d'une école de formation des Andes au Pérou qui avait aussi des liens avec notre expérience. Je vous amène ici pour celles qui parlent portugais. Une petite livret qu'on a fait d'une expérience de formation, une école de formation où on travaillait toutes ces questions-là, comment s'organise le travail au niveau des communautés, et comment on peut reprendre notre corps, donc à la fois rompre l'aliénation que le capitalisme et le système essayent de nous imposer par rapport au travail, mais aussi par rapport à notre corps. Donc, il y a des liens. Mais aussi, il y avait des échanges avec les femmes du Colombie qui étaient là-bas. Et il y avait une femme noire de la côte atlantique du procès d'organisation de communautés noires de Colombie et qui nous a raconté la façon comme elles ont travaillé pour rassembler les femmes, pour faire que les femmes, inviter les femmes à venir partager leurs problèmes, de produire ensemble un repas typique de Colombie qui c'est le sancocho et qui s'appelait le sancocho sanador. Et sancocho qui guérit. Et donc, la chanson qu'elle partageait avec nous, c'est un mélange de chansons qui nous explique comment faire la recette, comment préparer un sancocho et quels sont les enjeux politiques que les femmes faisaient face là-bas. Elle disait, vamos hacer un sancocho. Vamos hacer, yo me acuerdo, un sancocho de opinión, que tenga toda verdura y produzca decisión. Algo así, algo que era un poco eso enfin, un sancocho, c'est un sancocho d'opinion, de construire un avis commun sur le problème que nous avons et qu'il faut le mettre des légumes, mais aussi qui va produire une décision. Donc, c'est de parler. Donc, à la fois, elle reprenait une recette traditionnelle face à toutes les impositions des produits alimentaires ultra-processés, parce que nos pays, on est malade de ça aussi. Donc, parler de ça, récupérer l'orgueil de manger ça, et il nous rappelait comment le faire. La fierté de manger ça, en même temps qu'on partageait, on parlait de nos problèmes dans une intimité. L'intimité qui, beaucoup de fois, on rencontre dans la cuisine collective de fêtes qu'on organise dans nos communautés. Donc, c'est cette idée de faire les liens entre reprendre les traditions qui soutiennent notre communauté, mais réinventer ces traditions-là pour renforcer les femmes et briser toutes les inégalités qui existent encore dans ces communautés-là. C'est une façon de nous renforcer en tant que femmes, en tant que sujet collectif, de nous reconnaître en tant que féministes, mais des féministes qui renforcent nos communautés face aux extractivismes, au capitalisme, au patriarcat, au racisme, au colonialisme, tout à la fois. Pendant qu'on mange bien. C'est ça. Pardon, parce que les Français savent bien. Merci pour tous ces exemples très riches, à la fois en Colombie et à travers le vécu du colloque. Là, on a eu beaucoup de témoignages. On continue avec le témoignage d'Alejandro. Si vous avez déjà des questions, notez-les pour tout à l'heure, notez-les dans le chat aussi en ligne. On les prendra à la fin de la troisième intervention et puis on pourra reprendre des questions pour Christine, Myriam aussi à ce moment-là. Donc, Alejandro a la parole. Merci. Et j'ai envie de réagir à tout ce qui a été dit parce que
trouvé aussi dans ces projets. Je m'excuse, je ne suis pas colombien et je ne suis pas une femme, mais je vais vous parler d'un projet tenu par les femmes colombiennes par une association qui s'appelle Vamos Mujer. J'ai fait l'archéologie pour cet exposé et j'ai découvert qu'à l'époque, Jeunesse du Monde et Vamos Mujer, on était mis en contact par des filles. Comme quoi, la roue continue à tourner. Et juste aussi pour l'anecdote, EFI, à l'époque, nous avait présenté un projet d'appui psychosocial suite à la violence vécue par les femmes. Et je dois avouer qu'il y a 25 ans, ce n'était pas un thème qu'on finançait, ce n'était pas du développement. Donc, on s'est débrouillé parce qu'on trouvait intéressant l'approche et on a essayé de trouver un terrain pour faire un projet plus en lien avec ce qu'on entendait que c'était la coopération. Donc, c'est un projet qu'on a démarré dans les années 2000 et qu'on a poursuivi jusqu'en 2020 dans le cadre de la RC, dont je vais essayer d'être synthétique. À l'époque du conflit, on se trouve dans des territoires en conflit armé, donc il y a des déplacements, il y a des populations complètement déracinées. Ces femmes, elles n'étaient pas toujours originaires de l'endroit où elles habitaient. Comme ça a été dit, on a toujours une société rurale, patriarcale, machiste, mais c'est toutes les logiques, toutes ces logiques de productivité, de capitalisme, de rentabilité qui structurent ce territoire rural. Et avec la lutte armée, les hommes paysans quittent leur terre. Ils quittent leur terre soit pour rejoindre les groupes armés, soit ils émigrent en ville pour ne pas être pris dans cet engrenage. Donc, du coup, c'est les femmes qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants et avec les personnes âgées dans des territoires sur lesquels elles n'ont aucun pouvoir. Et cette violence politique, elle se traduit très vite sur une violence envers les femmes. Les Vamos Mujer a travaillé, a fait des études et des enquêtes qui montrent que la femme était les butins de guerre. Il fallait, soit par le viol, soit la technique de l'enamoramiento, la séduction. On séduit une femme, on s'installait avec elle, on faisait des enfants, ce qui donnait des pouvoirs sur la terre aux acteurs armés. Ces femmes, pour la plupart, avaient un statut civil pas défini, elles n'étaient pas mariées et officiellement, donc elles n'avaient souvent pas de droit à la terre qui appartenait à la famille du mari. Donc c'était vraiment tout un contexte avec beaucoup de contraintes. Et nous, ce qu'on arrive à développer, c'est cette rupture des liens sociaux, cette précarité économique.
Donc, Vamos Mujer, à l'origine, n'est pas du tout une association environnementaliste, mais il y a eu quelques années après que l'association a été créée, il y a eu une décision et les courants environnementalistes a créé une autre association qui s'appelle Pencaveza, la partenaire aussi de Génération Monde, et le côté féministe est resté à Vamos Mujer. Donc, c'était toute une logique des féministes en lien avec les mouvements nationaux ou internationaux, comme les femmes en noir, par exemple. Mais tous ces mouvements et toutes ces logiques ne donnaient pas une réponse concrète au niveau local pour les femmes qui étaient à la campagne, dans les villages. Donc, c'est là où on fait ces diagnostics au niveau local et c'est cette faiblesse des femmes face à des acteurs qui se disputent le territoire, des acteurs armés et économiques. Avec une insécurité physique, psychologique, ces femmes sont isolées, il n'y a pas de communauté, parce que, comme je disais, ça se fait dans un processus de déplacement. Elles ont besoin de créer un système de veille face aux acteurs armés. Et à partir de là, ils construisent des stratégies de résistance, des stratégies d'enracinement à leur territoire. Et c'est comme ça que notre projet est né. C'était vraiment une réponse économique à la situation des femmes qui vivaient dans un contexte de violence. Nous, à l'époque, on a fait cette lecture-là. Et ces réponses économiques passent par une première phase d'épicerie solidaire. C'était trop risqué pour les femmes de se déplacer pour aller acheter la farine, du sucre. Donc, elles ont créé des boutiques dans les villages pour amener l'art. Et ensuite, même, j'ai regardé dans notre premier projet, il n'y a pas une seule fois le mot agroécologie. Et pourtant, c'est ce qui est resté. Elles commencent à faire leur petit jardin potager dans leur espace maison. Ça répond à une logique rurale assez universelle où la femme s'occupe de la maison, l'espace maison et du domaine de la femme, tandis que les terres productives, dans une logique de rentabilité, est gérée par l'homme, par les chefs de famille. Donc, les femmes commencent d'une façon assez naturelle à faire ces jardins potagers autour de leur maison. Il y a très peu de résistance de la part des hommes, mais aussi de la part des acteurs armés, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et elles avaient même un intérêt à montrer que ce n'était pas un projet rentable parce qu'il aurait dû payer des impôts aux différents acteurs. Et il y a tout de suite cette logique qui prend et que c'est la terre est notre maison à tous et à toutes. Donc c'est à nous, les femmes, d'apprendre soin. Et
petit à petit, on rentre dans une dynamique de ce que peut-être quelques années après, on appelait écoféminisme. Et je me permets de reprendre cette phrase de Vandana Shiva qui définit ça comme un terme nouveau pour définir une ancienne sagesse. Et finalement, c'est ce qui s'est passé dans ce projet. Il y a tout un mélange de concepts féministes, pacifistes, environnementalistes, anticapitalistes, aussi peut-être maintenant on dirait des coloniaux, c'est des nouveaux termes qu'on utilise. Et il y avait toujours une place très présente pour les spirituels, pour ce côté mysticisme, poésie. On sortait de toutes les logiques de production et c'était vraiment une volonté. Comme ça a été dit avant, on ne va pas produire ce que le marché veut, on va produire ce que notre terre produit. Et c'est là où elle commence à construire vraiment quelque chose à partir du local, mais qui rejoint tous ces courants qui aujourd'hui sont plus connus. Il y a toujours cette notion que la Terre, la planète Terre, mais aussi la Terre qu'on cultive, sont féminines. Et il y a ce concept de Pachamama, Madre Terre, Terre-Mère, Terre-Nourricière. C'est des concepts qui sont tout le temps utilisés. C'est pas seulement des planter des tomates, c'est tout un rapport à cette terre et il y a toujours ce parallèle entre la terre et la femme, le territoire, les corps. Ce qui est bon pour la terre est bon pour les corps et on commence à construire quelque chose qui parfois était très difficile de traduire dans un cadre logique. Surtout quand on nous demandait des kilos de tomates, combien de pesos on gagnait, et nous, on allait interpeller ces femmes et elles nous parlaient de combien de poèmes ont été écrits. Et j'avoue que ce n'était pas pratique pour nous. Mais maintenant, je pense qu'on aurait moins de peur à défendre. Peut-être on trouverait d'autres indicateurs. Donc, tout de suite, il y a cette appropriation du territoire. Ça, comme j'ai dit, ça a commencé par des logiques individuelles, chacune chez elle, parce que la sécurité aussi fait qu'on soit plus sécure si on ne fait pas des déplacements. Et petit à petit, on commence à faire des jardins collectifs. Et comme je disais, elles produisent ce que la terre produit. Elles ne vont pas aller chercher les tomates. C'est vraiment cette même logique qu'on retrouve. Et là, on voit que c'est toutes ces notions d'agroécologie et on la voit plus comme une réponse stratégique. Donc, il y a cette notion de nourrir, souveraineté alimentaire, production de revenus, mais c'est surtout cette création de liens mis en réseau. Et cette femme, elle retrouve du sens au fait de vivre à la campagne. Elle devient paysanne parce qu'elle n'avait pas forcément une culture paysanne.
les processus continuent. Il y a une planification de la production, beaucoup de travail autour de la régularisation foncière. Et là, ça vient, les points clés, c'est la répartition des tâches domestiques. Quand la femme commence à devenir les principaux acteurs économiques de la famille, il faut qu'elle répartisse les tâches. Il y a tout un projet sur masculinité responsable qui est mis en place. Suite à ça, ça se développe, on passe de la sécurité alimentaire individuelle pour créer des marchés, des échanges, toujours dans une logique des chaînes de valeur, de transformation et de commerce équitable, où les produits des femmes rurales sont vendus en ville par des réseaux de femmes urbaines. Il y a cette constante. Aujourd'hui, on parle de femmes productrices et on ne parle même pas des femmes paysannes, elles se voient à part entière comme des femmes productrices. Et je voulais juste conclure avec ça que dans un contexte de violence, de perte, de mort, la plupart de ces femmes sont veuves ou orphelines, où elles sont parties les enfants. Et dans cette agroécologie, elles retrouvent peut-être une petite niche de paix, mais elles retrouvent le courage. Et il y a une notion de vie qui est très forte et qui prend du sens en opposition à cette mort omniprésente. Et surtout, ces lieux de rencontre. Et je voulais finir avec une phrase de Frida Kahlo, Viva la vida, parce que je crois que c'est ce qu'elle transmet. Et c'est vrai que l'agroécologie n'a pas soigné toutes les blessures ni toutes les séquelles. Il y en a, il faut en être conscient, mais elle a permis aux femmes de devenir autonomes, de prendre en main leur avenir, de se projeter, de construire ou de reconstruire une autre identité que celle des victimes. Actuellement, on a un projet qui n'est plus financé par la FGC, justement à cause de ces problèmes d'indicateurs. Et actuellement, nous travaillons sur un projet qui rentre aussi dans toute une logique des mouvements féministes où on doit travailler la violence, mais en travaillant ça en tant que femme sujet des droits. Et le but, c'est de dénaturaliser, de délégitimer cette violence omniprésente. Et surtout de reconnaître la violence des femmes envers les femmes comme une violation des droits humains. Et il y a une publication qui va dans ce sens que je préfère circuler parce que c'est là. Donc, c'est finalement, après 20 ans, on fait du soutien psychologique à des femmes victimes de vie. Merci pour ces 3 interventions. Maintenant, la parole est à vous en ligne, ici dans la salle, si vous avez des réactions, des questions. N'hésitez. On commence avec Philippe, évidemment. Merci pour ces interventions et ces témoignages de ces projets-là. Vous travaillez sur l'agroécologie, la souveraineté alimentaire et la violence envers les femmes. Et c'est en fait 3 grandes thématiques et c'est très complexe de les mettre en relation. Personnellement, j'ai travaillé ces dernières années sur transformation
agraire à l'alimentation et l'égalité de genre au Cambodge. Et puis, c'est toujours qu'est-ce qu'on essaye d'affirmer, de montrer, est-ce que c'est des causalités, etc., etc. Ce qui m'a frappé dans votre exposé, premièrement, une petite question peut-être aussi théorique, quand on parle de violence envers les femmes, femme reste un peu abstrait pour moi. Et la violence est tout à fait différente si on parle de la femme épouse, parce que Myriam a bien dit, elle sort de chez elle, alors qu'elle est à ce moment-là, la relation avec le mari qui doit laisser partir les femmes. Alors, Alhamdulillah, vous avez parlé de masculinité responsable un peu à la fin, donc là, il y a tout un champ d'attention. C'est différent si la femme est collègue, et où elle se situe dans l'organisation. Est-ce qu'elle est supérieure à ses collègues hommes et c'est d'autres, disons, significations socio-anthropologiques des rapports de genre. Là, dans l'exemple de la Colombie et du viol dans le contexte de violence, c'est la femme qui est ennemie. Et puis, on sait comment instrumentaliser la femme ennemie. Il faut la détruire, etc. Et puis, aussi la femme qui est mère. Alors, on parle de la terre nourricière, mère nourricière. Nous avons vu au Cambodge, quand les femmes décident de ce qu'elles cultivent sur le jardin autour de la maison, il y a une plus grande diversité alimentaire pour la famille. Donc là aussi, je vous suggère, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'au lieu de parler de violence envers les femmes, de spécifier un peu plus, et je pense que ça donnerait plus de force aussi, à quel moment elles sont dans quel rôle et où elles peuvent prendre la parole, où elles mettent en question les rapports de genre existants, parce que vous parlez bien, c'est un contexte machisme, etc., patriarcal. Qu'est-ce qu'elles défient comme rapport existant et comment elles naviguent ce champ-là pour justement réaliser ce qu'elles font. Au niveau de l'agroécologie, merci pour ce beau projet dont tu témoignes, Myriam. J'avais une petite interrogation dans notre recherche au Cambodge. On remarque que quand il y a, en quelque soit, mécanisation, alors la mécanisation n'est pas du tout mentionnée ici, avec quels outils elle travaille, et la mécanisation, au départ, est souvent connotée masculin. Donc, s'il y a plus d'appareils mécaniques, technologiques qui arrivent, en une première instance, c'est masculin, mais les femmes peuvent le reprendre. Alors nous, tu as parlé des pesticides, des herbicides. Au Cambodge, il s'est avéré que les femmes, couper l'herbe, désherber, c'est une tâche féminine. Et donc, d'une perspective agroécologique, c'est contraire, mais elles adorent quand même utiliser les herbicides parce que ça libère du temps pour désherber. Alors, juste ces deux points-là, la mécanisation liée à la division sexuelle du travail et, disons, la déconstruction de la catégorie femme. Merci. Et merci encore pour ces beaux projets. Peut-être deux mots de présentation. Parce que ça oui, pardon. Alors, je suis Feneke Rezo. J'ai travaillé comme Christine à l'IUED d'abord et l'IHUD après. J'étais la directrice scientifique du centre genre. Et donc, la dernière grande recherche à laquelle j'ai participé avec un financement du Fonds national suisse et de la DDC était transformation agraire, droit à l'alimentation et égalité de genre. Au Cambodge. Donc. Voilà, je vais donner la parole et puis après on répondra. Alors en ligne, j'ai aussi Evelyne qui a levé la main. Aussi pareil, présentez-vous en 3 mots, comme ça on sait qui prend la parole. On prendra 3 réactions et après peut-être vous pourrez répondre. C'est à moi alors? Oui. Oui. Oui, alors je suis Evelyne Merlac et je fais partie d'EFI, Espace Femmes International, depuis longtemps déjà. Et à ce titre, j'étais chargée de projets au Venezuela et en Colombie. Et j'ai eu la chance de participer au congrès de Carthagène. Et je voulais juste faire deux tout petits commentaires par rapport à ce congrès.
D'abord sur une conséquence pratique, concrète qu'il a eue pour un groupe de Colombiennes que j'ai accompagné pendant 11 ans, des femmes paysannes qui se trouvent dans la province du Cauca, en Colombie, et auquel on aurait pu s'appliquer beaucoup de choses que Myriam a dit et que Alejandro aussi a dit. Plein de choses auraient pu s'appliquer à ces femmes. C'est là qu'on voit bien qu'il y a une correspondance entre les pays, les groupes et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que suite à ce congrès où des Africaines avaient pu se rencontrer avec, entre autres, des Colombiennes, elles ont eu envie de poursuivre le dialogue. Et aujourd'hui, elles se sont constituées en un groupe en Colombie, à INSA. Elles ont une coordinatrice et elles ont commencé à échanger à travers une Africaine qui coordonne du côté des Grands Lacs en Afrique les diverses approches pour travailler dans les contextes où il y a eu beaucoup de violence suite à des guerres, etc. Et donc, c'est pour moi un résultat pratique très, très encourageant qui s'est dégagé du concret, d'avoir pu établir ces liens entre un coin d'Afrique et un coin d'Amérique du Sud. Et puis, le deuxième petit commentaire que je voulais faire, c'est pour dire que la ville de Cartagena, où s'est trouvé le congrès, était le grand port d'entrée pour l'Amérique coloniale espagnole des Africains qu'on amenait en Amérique du Sud pour travailler. C'est par là la grande majorité est entrée pendant 2 siècles. Et donc, c'est clair que cette ville, pour les Africaines, représentait quelque chose d'important. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre parce qu'on se promenait pour connaître un petit peu on était pour le congrès dans la partie coloniale ancienne de la ville. Et puis là, il y avait des Colombiennes descendantes de ces Africaines d'autrefois qui étaient rentrées soumises et qui faisaient des activités offrant des chansons et des tours de danse aux touristes de passage. Et les Africaines étaient des touristes, évidemment. Et elles ont pu se rencontrer et on leur a expliqué de part et d'autre qui elles étaient. Et je dois dire que c'était un moment comme ça, assez émotionnel, assez fort, mais c'était un bon moment. Voilà, je voulais juste faire ces 2 petits commentaires vu que j'avais participé au congrès et que j'y avais pris beaucoup de plaisir et je pense que c'est une voie à continuer, ces liens sud-sud. Merci. Merci Evelyne pour ce témoignage. On a eu une personne au fond qui a levé la main. Pouvez-vous vous présenter? Oui, moi je m'appelle Gilala Sala, je suis colombienne. J'ai fait mon doctorat à l'IHID avec Christine, elle a été ma directrice de thèse. Et j'étais aussi partie du colloque. J'étais dans le panel sur violence faite aux femmes qui participent en politique. Du coup, je n'étais pas dans les panels de Christine et Myriam. Et je suis très contente d'écouter un peu plus ici. Je voulais juste poser 2 questions pour Myriam et pour Alejandro. Myriam, je voudrais savoir un peu plus sur la question de la propriété de la terre dans ces projets. Ils sont pour les femmes qui sont parties de ces projets. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Ce n'est pas très clair pour moi si c'est des territoires communs, là où elles font ce travail collectif, ou si c'est des propriétés privées dans lesquelles elles vont partager des moments de travail et puis tourner dans les fermes de l'une de l'autre. Et je voulais surtout savoir si la question de la propriété de la terre, elle est quelque part là dans l'agenda et comment ça se relationne avec l'agroécologie en tant que pratique politique. Et pour Alejandro, je voulais savoir, dans ces cas d'études en Antioquia, on parle des femmes qui sont victimes du conflit armé colombien. Donc, je voulais savoir si elles sont des attentes par rapport à l'application de différents modèles de justice transitionnelle qu'on a en Colombie, surtout liés à la restitution de la terre ou aussi pour les victimes de déplacements forcés.
c'est des questions très importantes, disons, pour la juridiction spéciale pour la paix, qui sort des accords de paix avec les FARC, mais c'est aussi des questions très importantes maintenant qu'on est dans ces procès de la passe totale, de négocier avec des petits groupes qui sont peut-être des dissidences des FARC, mais aussi d'autres groupes qui sont des héritiers de paramilitarisme. S'il y a quand même une attente par rapport à ces procès de réparation, et surtout aussi, au fond, ce que je veux savoir, c'est s'il y a des attentes par rapport au rôle de l'État, et que c'est quoi ces attentes-là, justement, parce que c'est un modèle tellement hors, c'est que l'État pense que ça, le développement agricole, agraire en Colombie, que je ne sais pas s'il y a des attentes par rapport à des soutiens dans ces domaines, disons, les développements, mais aussi les réparations pour les personnes victimes de conflits. Ouais. Merci. On va commencer J'avais une avec question on va répondre déjà à ces 3 interventions et puis après je passerai la parole. J'ai une personne ici, Moïse et vous ensuite. Si vous voulez répondre déjà avec les points de finalité, les 2 questions de Dira. Moi, j'ai juste un commentaire sur Dira, c'est que il n'y avait pas la place aujourd'hui, et puis Dira est dans une autre, avait beaucoup de contraintes pour participer aussi à faire ce retour sur le colloque de Cartagena, mais elle avait fait une intervention très, très intéressante sur voilà, des programmes de formation qui ont été développés au niveau de la ville de Bogota pour lutter contre les violences. Donc, si jamais on a le temps vers la fin de revenir sur sa présentation, éventuellement, ça peut être intéressant de savoir ce que Dira avait dit. Okay. Bon, d'abord, je dois m'excuser parce que j'avais déjà un engagement. Je dois sortir 2h05 d'ici. Donc, si je pars tempestivement, vous savez, c'est ça. Bon, sur la question des femmes, bon, il y a des différences, mais quand même, il y a une chose commune. Je pense à la question de déplacement, de livre de déplacement dans les territoires. C'est comme s'il y avait une certaine menace de la violence envers les femmes qui nous empêche de nous déplacer librement. Et cela, c'est un exemple qui nous touche à toutes les femmes, à n'importe quelle condition on a. Mais c'est vrai que les femmes vivent la situation de violence de façon différente, mais quand même, c'est comme s'il y avait un certain règlement qui c'est, même que moi, que je ne suis pas mariée, je suis un peu sur ce règlement-là. C'est comme si c'est un peu l'idée qu'il y a quelques femmes qui doivent être protégées parce que ce sont des femmes, c'est pas honorable, je sais pas, les femmes acceptables dans la société, qui donc il fallait faire attention, il fallait protéger, et d'autres femmes qui franchissent l'espace public, y compris il y a un lien avec la question de la violence politique, parce que aussi ce sont des femmes qui rompent les espaces de participation politique, qui sont un peu dans la ligne rouge, donc qui sont plus... Il y a toujours la menace d'une situation de violence. Mais aussi, il y a un autre côté, il y a des domaines où la violence se passe. On a parlé un petit peu de la violence au niveau des relations personnelles, là, dans la famille et tout. Mais il y a aussi la violence institutionnelle de l'État. Donc, par exemple, il y a la question que les femmes prennent la parole, mais il y a la question si la parole des femmes est tenue en compte ou pas, ou si les femmes sont là juste pour être un peu l'image. Donc, il fallait que la femme parle. Viens, comme l'image d'une femme agricultrice qui doit parler, qu'elle doit parler, mais qu'après, ça bouge rien. Et dans ces communautés-là, ça a aussi lien avec la question de la propriété des terres. Et ce sont des territoires qui ont une très grande diversité biologique. Il y a des forêts. Et donc, il y a une superposition avec les unités de conservation. Parce que justement, comme il y a une grande couverture forestale assurée par les communautés traditionnelles qui habitent là-bas, aux années de la dictature militaire, ils ont créé un parc, une unité de conservation sur ce territoire.
Après, il y a une très grande lutte de ces communautés et au début des années 2000, ils ont un peu changé, ils ont créé un mosaïque d'unités de conservation. Donc, il y a quelques-unes qui permet un peu plus de pratiques en agriculture et tout, mais quand même qui ont beaucoup de restrictions, surtout à la façon traditionnelle de faire l'agriculture. Et donc, et aussi, l'État a créé ces mosaïques, il a créé des conseils de participation, des conseils de gestion. Donc, il y a toute une structure de gestion participative, mais en fait, c'est la façon, les femmes parlaient de vraiment avoir le pouvoir de changer les choses, c'est compliqué. Par exemple, on a fait des discussions avec elle, je dis qu'Alejandro a parlé de la cartographie sociale, on a fait un peu un mélange, on parlait des corps territoires, et donc on faisait on demandait aux femmes qui disaient dans leur corps où elles sentaient les douleurs, où elles sentaient la question qu'elles vivent dans leur territoire et comment elles font pour s'en sortir de ça. Et elle disait, moi c'était intéressant qu'elle disait que dans les réunions des conseils, qu'il y avait beaucoup de documents avec tous la façon d'utiliser les mots, c'est toute une façon très institutionnelle et tout. Et elle disait, bon, moi je ne comprenais rien, mais je sentais dans mon estomac, on dit que c'est dor de barriga, mal au ventre. Je sentais mal au ventre. Donc, je savais que ce n'est pas une bonne chose. Mais donc, elle sentait d'abord dans leur corps une violence qui était pas visible parce qu'ils utilisaient tous les mots de participation et tout. La question après je reviens sur la question de la propriété de la terre. C'est la question de la mécanisation, c'est très intéressant cette question. Bon, herbicide jamais, ça c'est non, ça c'est vraiment bon. Elle-même sache, hein. C'est pas nous qu'on il faut pas utiliser l'herbicide. Elle voit bien parce qu'elles ont là-bas, elles gardent aussi une façon d'observer les sols, donc elles voient bien qu'est-ce qui se passe si on utilise des herbicides, qu'est-ce qui se passe avec les plantes, avec les sols après et tout. Mais bon, il y a cette question, comment désherber? D'abord, on n'a pas, c'est une bonne chose de l'agroécologie, qu'on n'a pas cette idée de l'agriculture, peut-être qui vient de l'Europe, là, qu'il fallait laisser les sols sans rien dessus, les sols nus, parce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la température et les sols d'ici, qu'il n'y a rien à voir avec la température et les sols de nos pays où il fallait laisser les sols couverts. Donc, il fallait faire vraiment une gestion de ces herbes-là pour que les herbes ne gagnent pas de nous. Et alors, quels sont les outils? Il y a la rossadeira, on dit? La bêche. La bêche? De bêche, oui. Oui, c'est celle qu'on fait avec mécanique. Non, ce n'est pas celle qu'on utilise avec un moteur. Non, c'est juste une machine comme ça qu'on fait comme ça. Mais la tondeuse, c'est un outil manuel. Non, je parle de deux. Maintenant, je parle de celle qu'on a en moteur, qui est rossadeira. C'est une machine qu'on utilise au niveau individuel. Oui, c'est ça. C'est le fil. C'est le fil électrique. C'est le fil. Qu'on émet de lamines. Ça s'appelle un débroussailleur. Débroussailleur, oui. Donc, d'abord, c'est une machine qui est conçue pour les corps masculins. Donc, ce n'est pas très confortable de l'utiliser. Pour moi, c'est plus parce que moi, j'ai une hauteur, mais pour les femmes qui sont plus petites, non. Donc, il fallait développer des machines qui sont plus légères, sont plus pour la grandeur des femmes, la taille des femmes. C'est vrai qu'il y a toute cette chose, on ne peut pas toucher à ça. Donc, on travaille ça pour que les femmes utilisent ça, approchent de ça. On a une de la SOF que les femmes utilisaient sans peur de casser.
qu'on l'ouvre, voir comment c'est dedans, parce qu'il y a aussi cette chose d'entretenir les machines, parce que parfois, les commencent à utiliser, mais elle ne sait pas comment l'entretenir. Donc, quand c'est casse, elle ne peut pas continuer à utiliser. Donc, apprendre à entretenir, c'est très important. Mais on n'utilise pas pour tout ça, parce qu'il y a certaines pratiques qu'elles font qu'il fallait vraiment utiliser un chat. La bêche. Qu'elles disent que la bêche, c'est comme les stylos, parce que parfois, elles doivent désherber juste des petits... Parce que dans les jardins potagers qu'elles ont proches d'elles, qui étaient très petits, elles plantent toutes mélangées. Et elles disent, c'est pour ça, parce que quand je désherbe, je récolte nourriture. Donc, pour faire ça, on ne peut pas utiliser cette machine parce que celle-là va couper tout. Et ça, c'est un grand débat qu'il y a avec les hommes. Parce que les hommes ne voient rien. Et les femmes, quand elles regardent, elles voient qu'il y a les plantes de différentes tailles et qui ont de différentes utilités, tout ça. Donc, avec la bêche, elle utilise la bêche comme un stylo. Elle prend quelques-unes, elles font un mouchon, c'est de mettre un peu de terre pour dessus. Donc, elles font beaucoup de choses qui c'est une pratique, c'était très minutieuse là. Et c'est une technologie aussi, parce que la semaine dernière, on a reçu des Africains là-bas, et lui, il était choqué qu'on utilisait les haches avec un cabo de madeira, como diz isso? Avec un bâton. Avec un bâton, la manche. Parce que en Afrique, ils utilisent sans la housse. Quelque chose. Oui, ils utilisent juste la partie d'en bas, mais sans pourquoi vous faites ça? Et ça aussi, il y a beaucoup de technologies. Quelle est la boîte qu'on utilise pour ça? C'est une boîte qui est légère. Bon, quelle est l'auteur pour faire ça? Parce que si on achète dans un magasin, ça va être dans une taille de nouveau, une taille d'un homme qui même, c'est pas un homme brésilien, je ne sais pas où elle est là. Mais alors, c'est toute une connaissance, mais qu'est-ce qu'on voyait? Quand on a commencé à travailler là-bas, il y avait des femmes qui comment ils disent elle n'entretenait pas bien ces outils. C'était les hommes qui entretenaient. Donc, c'est un pouvoir qu'ils gardaient là. Donc, les moments de préparer la chose, elle dépendait de l'homme. Donc, on a commencé par ça. Comment être autonome en utilisant les outils d'une façon qu'on s'approprie de notre travail, on maîtrise notre travail, c'est ça. Et bon, sur la propriété des terres, donc c'est toute une histoire, hein. Je peux tout raconter, il y a beaucoup d'histoires, mais quand même, vous avez vu, l'image, c'est une région de montagne, de cléveuse, hein? Oui, de vallée. Et donc, on ne peut pas mettre, même ces petits en cultivador, ça ne marche pas bien là-bas. Donc, il fallait aussi réfléchir dans des outils qui fonctionnent dans ce territoire comme il est, et que les femmes peuvent utiliser. Bon, c'est toute une chose qu'on continue à réfléchir sur ça. Et sur la propriété des terres, le réseau des femmes, ce réseau-là, des femmes agricultrices qui font réseau agroécologique des femmes agricultrices, il y a des groupes de femmes qui ont des différentes insertions. Donc, il y a des femmes de l'agriculture familiale qui ont acheté, qui ce sont des gens qui étaient paysans avant, qui ont perdu leurs terres, qui ont vécu en ville et qui après, quand ils étaient, par exemple, ils étaient pensionnés, ils achetaient des terres dans cette région-là parce que c'était moins cher, parce que en fait, c'était interdit de les vendre parce que c'était une unité de conservation. Donc, mais c'est une certaine propriété privée, mais pas vraiment parce qu'il n'y a pas de documents, il y a cette question de l'État. Mais c'est intéressant de voir que quand on fait les cartes de biodiversité, comment se distribuent les productions dans l'unité de production, où sont les hommes, où sont les femmes, quelles sont les relations, le flux qui passent. Et on voit bien une famille patriarcale ou d'une famille plus d'égalité quand on regarde cette carte et le flux qu'il y a là-dedans. Parce qu'on voit une famille patriarcale, les femmes sont concentrées dans
petite zone là à côté de la maison. Mais en même temps, cette zone-là, il y a beaucoup de relations avec tout, avec la maison, avec des autres. Dans les familles où, par exemple, c'est juste des femmes qui habitent là-bas, parce que c'est un autre... ce sont les femmes qui n'ont pas un mari, qui vivent avec les enfants, ou il y a d'autres configurations familiales. On voit que les femmes ont beaucoup plus d'espace et que c'est plus divisé et tout. Donc, c'est pas concentré. Donc, c'est intéressant aussi de voir dans la façon comme l'espace est organisé au niveau de l'unité de production, on peut voir quel type de famille on a, quel type de rapport des gens il y en a. Et il y a des femmes qui habitent, qui n'ont pas de terre, parce qu'il y a aussi des quartiers que les gens sont considérés un peu comme les forces de travail des réserves pour les fermiers, les femmes pour travailler comme travailleuses domestiques, pour faire le travail des soins, et les hommes pour travailler dans les fermes. Et ces femmes-là qui n'ont pas de terre, elles se sont organisées et elles ont négocié avec la municipalité une zone pour faire une production collective. Et il y a les quilombos, que c'est toute une histoire, que c'est un territoire collectif, mais quand même qu'il a une façon que chaque personne peut demander une zone pour ouvrir sa culture, son champ. Et donc, qu'il y a des femmes qui le font, il y a des femmes qui ne le font pas. Il y a parfois des femmes qui ne font pas tous les processus, par exemple le processus des boiser, de préparer en utilisant le feu. Y compris pour faire ça, il fallait qu'il y ait un certain savoir, que c'est plutôt les gens plus âgés qui l'ont, parce que c'est un défi qu'il y en a, c'est la transmission de cette connaissance. Bon, je m'arrête, mais c'est juste pour dire qu'il y a différents, c'est une question, mais c'est une question aussi dans ces débats avec la relation avec l'État, l'imposition d'unités de conservation qui surmonte, superpose les territoires. Et donc, c'est une vision conservationniste qui pense que la nature doit être préservée sans les personnes, sans reconnaître que les forêts, partout dans le monde, mais là, surtout, ce sont des forêts construites par les êtres humains qui savent bien comment le faire. Moi, je dois me regarder. Pardon. Merci pour l'intervention, comme vous l'avez écouté. Et après, alors, merci. Bravo. C'est moi. Juste avant qu'elle parte, j'avais deux petites questions, mais très, très courtes. On a d'abord la réponse d'Alejandro. Oui, c'est juste pour elle, parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai demandé d'arrêter dans mon chose. Donc, alors, oui, tout à fait. Non, c'est très, très court. C'est que ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a un projet très similaire à ce que vous venez d'évoquer. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très intéressant. Et on peut utiliser tout ce que vous avez dit au niveau de la méthodologie, etc. Mais il y avait deux questions en fait, très concrètes, parce que vraiment, j'aimerais des choses concrètes. Un peu la théorie et tout ça, j'apprends beaucoup et c'est super. Mais en fait, une question, c'était par rapport à... Vous avez parlé de la commercialisation solidaire. Alors, ce sont des choses, parce qu'on a des problèmes de marché, on a beaucoup de production, mais vraiment comment est-ce qu'on dit, les cuits, les bouchons, là, c'est vraiment la commercialisation. Alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, à part les marchés paysans? Alors, cette commercialisation que vous parlez, oui, commercialisation solidaire, ça serait intéressant de connaître. Si vous aviez un document à m'envoyer, ce n'est pas nécessaire que vous me répondiez. Et l'autre chose par rapport aux violences contre les femmes, parce qu'évidemment, dans la littérature, c'est bien expliqué que toute l'autonomie économique, c'est un facteur de protection contre la violence contre les femmes, soi-disant, quoi. En tout cas, alors, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est ce système de justice ou
pour des soins, quand les femmes prennent la parole justement pour faire ça, que c'est un peu ce que vous posez la question là, comment ça se fait. Mais bon, ça c'est un autre débat, on aurait besoin d'un colloque d'une journée, mais si jamais, j'aimerais bien avoir les aspects méthodologiques en fait, par rapport à votre démarche avec cette femme. Et oui, combien de fois ils se réunissent et tout, parce que bon, mais peut-être qu'après j'aurai le temps aussi de parler un peu avec parce que c'est tout un sujet. Mais c'était passionnant. Passionnant. Merci. Merci. Alejandro, vous pouvez répondre sur la question de la commercialisation solidaire. Donc, alors, si vous voulez encore prendre 5-10 minutes, moi j'avais une question si j'avais demandé la parole. Alors, elle page, on pourra la voir plus tard. Ouais. C'est juste alors là, c'est très concret. Elle a parlé que la masculinité dans son projet, elle était traitée. Moi, j'aimerais savoir comment, est-ce qu'il y a une réceptivité, etc. et quelle méthodologie c'est utilisée. Voilà. Et puis Moïse, peut-être si tu avais aussi une question, et puis on finit avec ce tour. Juste apporter juste un petit bémol dans la pression que subissent les femmes. J'ai dit que toutes les sociétés ne sont pas les mêmes. Particulièrement, en tout cas, en Afrique, moi, je suis d'une société, d'une organisation sociale chez les Dogon assez particulière, où on ne connaît pas du tout tous les soucis de pression que les femmes ont. En réalité, elles sont vraiment libres, d'autant plus que dans chaque unité de production, les femmes ont leur terre. Chaque femme, chaque épouse qui arrive, on lui attribue donc une terre qu'elle gère elle-même, et les fruits de cette terre-là sont uniquement à elle. Et en ce sens, elle participe bien entendu tout de suite à l'économie de la famille, et elles sont reconnues justement par les familles, par les hommes. Aujourd'hui, nous avons des projets, en général pour tout le monde, mais en réalité, ce sont les femmes qui ont capté ce projet, et c'est elles qui gèrent pratiquement les projets. Il y a des hommes qui sont là, qui suivent, mais en réalité, ce sont les femmes qui sont au cœur du système, et pourtant, c'est un projet global. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites justement des femmes considérées comme leadership dans le cadre de leadership féminin? Je pense que les femmes suffisamment aguerries, qui sont politiquement formées, elles ont plus de poids et elles peuvent plus facilement, en tout cas, intercéder et jouer au profit des femmes, ou jouer sur la législation même au profit des femmes. Merci. Donc, on répond aux questions pour lesquelles tu peux répondre. Christine, si tu veux aussi prendre le relais. Et puis, malheureusement, on ne pourra plus prendre des questions après ça. Merci. Dans l'ordre, pour la question des Fennecs sur l'adaptation des instruments technologiques, c'est vrai que tout ce qui est fabrication privée, ça se fait dans une logique de productivité, rentabilité. Donc, il y a très peu qui est fait pour les femmes. Moi, c'est l'expérience que j'ai connue, c'est au Brésil, où il y avait un programme de construction de citernes dans le nord-est, et c'était une méthode pensée au ministère. C'était des grandes citernes en béton armé. Donc, tout était conçu pour que les hommes soient payés pour le travail technique, et les femmes faisaient tout ce qui était gratuit. Elle amenait du sable, elle amenait de l'eau, elle faisait à manger, etc. Et là, les femmes ont dit, dans le cadre d'un projet avec les centres féministes autour de mars, les femmes disent, mais la citerne fait partie de la maison parce que c'est l'eau pour les potagers. Donc, c'est
c'est à nous de gérer ça. Et on a fait un premier projet pilote où le ministère a revu les plans de construction des citernes pour qu'elles puissent être fabriquées en petites pièces, en béton. Et du coup, c'était les femmes qui sont devenues des cisterneiras. Et on a créé même un métier, et c'était les hommes qui fournissaient tout le travail gratuit. Ensuite, avec Lula, dans les programmes 1 million de citernes, ça a été reproduit. Et sur les millions de citernes, je crois qu'il y a 70 000 qui ont été construites par les femmes. C'est loin, mais ça montre que parfois il faut tout. Pour la deuxième question, ça rejoint Feneke et la vôtre. C'est vrai que là, je parlais plutôt de la violence politique, ça me semble plus simple comme cadre. Cette violence, elle a changé de forme. Donc, les femmes victimes de violences politiques, par la suite, avec les accords de paix, elles se retrouvent avec tous ces hommes qui reviennent dans leur village après 10 ans, après 20 ans parfois, et celui qui l'a violé, du coup, il se présente aux élections à la mairie et il devient maire, donc il doit aller négocier avec la personne qui l'a violé. Donc il y a d'autres formes de violence qui ne sont pas du tout plus simples que la violence politique. Et c'est pour ça qu'on travaille sur cette notion ça s'inscrit dans tous ces accords de paix, de justice transitionnelle aussi, pour redéfinir ce nouveau statut de la violence faite aux femmes en tant que violence aux droits humains, pour qu'elles puissent faire partie aussi de ces accords et qu'on puisse mettre tout ça sur la table. Je vais très vite, en fait. Des attentes par rapport au nouveau gouvernement, bien sûr qu'il y en a, et ça se discute, ça. Il y a beaucoup d'espoir, d'espérance, mais je crois que tout le monde a compris que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire justice. Parce que ça reste trop ancré et ça se reproduit à tous les niveaux. Commerce solidaire. Commercialisation Et là, je termine avec ça. En tout cas, à Medellín, il y a plusieurs réseaux de commerce solidaire en ville. Et c'est des réseaux qui à la base ont été faits par des associations, des paysans, associations de femmes, des producteurs, qui mettent en lien les producteurs avec des clients d'une classe moyenne qui peuvent payer. Ce n'est pas qu'ils payent plus, mais ils s'engagent à long terme. Donc, ils s'engagent à recevoir une fois tous les 15 jours encore des légumes et on participe au riz. Et il y a, je ne sais pas à Cali, mais à Medellín et à Bogotá, il y a tout un réseau de marchés, mercado justo, on appelle plutôt mercado justo en Colombie, mais ça se développe beaucoup et ça devient une véritable alternative.
Parce qu'il y a une sensibilisation du public où on n'ira pas regarder si la tomate elle est belle, mais on sait que la tomate est produite par des femmes. Donc, mais j'ai peut-être passé. Peut-être pour répondre sur le projet Vale que je suis depuis une dizaine d'années déjà, ta question sur la commercialisation solidaire, ça fait vraiment partie de ce projet. C'est une des activités importantes aussi. C'est une des deux jambes, disons, du projet d'agriculture et la commercialisation. C'est vrai que c'est une activité très chronophage parce que c'est des petits pas, c'est avancer avec des petits pas. C'est repenser complètement le marché, c'est-à-dire faire que des gens acceptent d'avoir des produits plutôt mal présentés ou un peu moins beaux qui arrivent. Voilà, il faut vraiment que les personnes soient disposées à s'engager voilà, à acheter des produits qui sont différents, tout en rémunérant correctement les personnes. Toute la logistique est très compliquée à organiser parce que c'est prendre des circuits parallèles, c'est pas aller dans des grandes surfaces qui ont tout le transporteur et les marges et tout ça bien codifié, etc. Mais c'est trouver à Vale do Ribeira, c'est vraiment la municipalité de la petite ville d'à côté qui est progressiste, qui met à disposition un petit camion pour que les femmes qui font de l'agroécologie féministe puissent emmener leur production vers deux villes, soit Curitiba, soit Régis, soit São Paulo. Et là, il faut constituer des groupes solidaires qui sont des gens qui sont prêts à acheter des choses qui ne sont pas parfaites. Donc, ça exige tout un travail aussi politique de mobilisation, de se rencontrer, etc. Mais ce que je voudrais dire, et ça prend énormément de temps à tout le monde pour le mettre en place, c'est compliqué d'être dans les alternatives. Constituer des alternatives est toujours beaucoup plus chronophage. Mais une des choses qui est très belle à raconter, je crois, que j'ai souvent partagé avec Effie, c'est que justement durant la période de la Covid, par exemple, où certains produits avaient augmenté énormément parce qu'il y avait des gens qui profitaient de la situation, etc. Les groupes de production, donc le réseau des femmes agricultrices de Vale do Ribeira a maintenu cette commercialisation. Elles tenaient beaucoup à ce que dans les quartiers, parce que les réseaux où elles vendent leur production, c'est des réseaux dans les quartiers populaires ou parfois avec des groupes solidaires type les gens qui travaillent dans une université. Et elles ont tenu à maintenir cette commercialisation, à maintenir les prix au même tarif, donc pas profiter de la situation pour augmenter. Et il y avait vraiment cette idée de solidarité derrière, qu'en période de confinement, de grandes difficultés économiques, il fallait continuer à pouvoir accéder à une nourriture saine, à des prix accessibles, etc. Mais c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on est hors système. Je ne sais pas, peut-être il y a beaucoup de questions. Je voulais peut-être juste mentionner une chose, c'est que la question des temporalités, qui a été un peu abordée aussi, tout ce travail est un travail qui prend énormément de temps parce que des transformations sociales, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Transformation féministe, lutter contre la subordination, lutter contre ces rapports de pouvoir patriarcaux, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et ce qui a été formidable jusqu'à présent, c'est que la FGC a laissé le temps de la durée, disons. On n'a pas besoin en un an de prouver déjà des résultats. Et ce n'est pas toujours le cas avec toutes les formes de soutien aux coopérations, et c'est un côté qui est quand même très positif dans la société. Après, même en 10 ans, on ne peut pas dire qu'on aura transformé le monde, mais voilà, toute cette démarche d'aider les personnes qui ont été marginalisées, qui sont mises dans des situations de vulnérabilisation, pour se constituer en sujet de son propre destin, c'est tout un travail à la fois sur soi, avec les communautés qui sont elles-mêmes traversées par des conflits, des rapports de pouvoir. C'est jamais facile, même
à l'intérieur des groupes de femmes, ce n'est pas toujours facile non plus. Il faut compter sur ces temporalités longues et avec des backlash de temps en temps. Je crois que EFI, c'est important qu'on continue d'exister, c'est ce qu'on veut faire à EFI aussi, parce qu'on est consciente qu'il y a des situations de backlash en ce moment et que notre existence en tant qu'organisation de solidarité, elle est fondamentale pour être présente dans cette réflexion qu'il y a actuellement sur comment continuer à avancer dans ces transformations féministes et sociales, malgré les durs qu'on rencontre dans beaucoup de pays, à commencer par ici ou ailleurs. Merci. Je sens qu'on aurait pu continuer encore longtemps, mais malheureusement, on a déjà pris un quart d'heure de plus. Donc, je vous félicite encore toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup.